15 intitulé Les capteurs dans les dispositifs de transport. C'est parti. Tout d'abord, voyons quelques exemples de capteurs utilisés dans l'automobile. Pour cela, nous avons fait deux activités. Dans une des activités, nous avons parlé de l'ESP, c'est-à-dire du correcteur électronique de trajectoire. On a vu que dans ce correcteur électronique de trajectoire, on trouvait différents capteurs, notamment un capteur de vitesse de roue, un capteur d'accélération transversale, un capteur de pression de freinage ou encore un capteur d'angle de volant. Il y en a d'autres, mais voici les principaux capteurs. Alors, dans l'autre activité, eh bien, nous avons parlé de la sonde lambda. Nous avons vu que la sonde lambda jouait un rôle essentiel en matière de consommation de carburant pour les véhicules donc, à moteur. Alors, la sonde lambda, elle va accepter comme grandeur d'entrée un taux d'oxygène et avoir en grandeur de sortie une tension. Voilà. Passons à présent à la nature du signal de sortie. On va dire qu'un capteur est analogique lorsque la grandeur de sortie peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné et possédera une unité. C'est le cas par exemple de la sonde lambda qui a une grandeur de sortie qui est une tension exprimée en volts et qui pouvait prendre n'importe quelle valeur entre 100 et 900 millivolts. Dans le cas contraire, eh bien, le capteur est dit numérique. Donc, dans ce cas-là, la grandeur de sortie est un nombre sans unité qui ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Petit rappel sur les capteurs, la sensibilité, notez grand S d'un capteur, est une des caractéristiques essentielles des capteurs. Elle se définit comme le rapport de la variation de la grandeur de sortie, notez delta S, sur la variation de la grandeur d'entrée, notez delta E. L'unité de S, je ne l'ai pas rappelé, sera le rapport des unités des grandeurs de sortie sur grandeur d'entrée. Alors tous ces signaux issus de capteurs devront être traités pour être analysés par un microprocesseur. Ils subiront la plupart du temps un filtrage, un échantillonnage et une numérisation par un convertisseur analogique numérique, CAN en abrégé. Passons à la partie grand 3, analyse fréquentielle d'un signal périodique. Donc tout d'abord, une propriété essentielle, c'est qu'un signal périodique de fréquence f peut se décomposer toujours en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f. Même si le signal n'est pas sinusoïdal, on pourra toujours trouver un certain nombre de signaux sinusoïdaux pour le décrire. Ces signaux sinusoïdaux, c'est ce qu'on appelle les harmoniques du signal. Le premier d'entre eux, l'harmonique de rang 1, est appelé fondamental et possède donc la même fréquence que le signal périodique. Le spectre d'un signal périodique, c'est la représentation graphique de l'amplitude en fonction de la fréquence des différents harmoniques du signal. D'accord ? Alors, à noter que lorsqu'un signal périodique n'est pas alternatif, il possède une valeur moyenne non nulle et que cette valeur moyenne, on va la retrouver sur le spectre à l'abscisse f égale à 0 et elle correspondra donc à l'amplitude pour f égale à 0 Hz. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur ce chapitre. Bon courage et à bientôt.